Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Bonsoir, bienvenue dans Cinérama, l'émission qui vous conseille les films à voir en salle et chez vous sur votre canapé. Ce soir, pour m'accompagner, Jacques Maurice. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu commenter en direct nos propos, réagir, vous poser des questions et nous essaierons d'y répondre dans la mesure de nos possibilités. Alors ce soir, on va beaucoup voyager. On commence avec un des plus beaux films de la semaine, c'est Félicité d'Alain Gomis, le portrait d'une chanteuse à Kinshasa. Et voilà, c'est un film vraiment qui nous a beaucoup plu. Très étonnant, c'est un film particulièrement original et je vous propose de découvrir tout de suite la bande-annonce. Soki ofuti biso tosali opération. Omibetaki tolo yo mosi ya tembe lelo suki tembe sili. Kamadamona, koya lisusu te. Félicité. Mon amant, c'est sur Kabotem. Masaki Toku, maman. Alors le film nous a beaucoup plu parce qu'il est très original dans sa forme et dans le basculement qu'il y a dans le film. On démarre vraiment dans un registre très documentaire et puis au bout d'une heure, on passe complètement à autre chose. Comment ça se passe? Absolument, oui. C'est une véritable, même dans l'aspect documentaire, en fait, c'est une véritable immersion, je dirais, sensorielle. C'est à la fois un portrait d'une femme, comme tu l'as dit, aussi le portrait vraiment de la ville. On a le sentiment d'être complètement immergé dans ce chaudron, dans cette ville grouillante. Et on pense que ça va être un peu un tableau, surtout néo-réaliste. Parce qu'on a vraiment le personnage de Félicité, c'est vraiment la mère courage, quoi, qui est prête à tout pour sauver son fils. Son fils qui a eu un accident, voilà, son fils qui a eu un grave accident de moto. Et puis vraiment le film bascule parce que il se passe quelque chose de grave. Et là vraiment, le personnage s'abandonne et le film part vraiment dans autre chose. Oui, et il y a tout un aspect de fantasmagorie en fait, de divagation, de songe. On a l'impression qu'on est plongé des fois dans ses rêves. C'est vraiment, ça contrebalance l'aspect un peu comme ça brut, l'approche néo-réaliste. Il y a toute une partie très stylisée. Vraiment sur les corps, sur la nuit, il y a tout ce qui se passe dans le bar parce que c'est une chanteuse, voilà, qui est accompagnée par un orchestre assez génial d'ailleurs qui s'appelle le Kassai All Stars. Voilà, donc c'est un mélange j'imagine de musique traditionnelle, de rumba congolaise et puis d'électro, de choses un peu rock, un peu reggae. Il y a un côté roots et en même temps revisité au goût du jour. Avec des chansons très longues qui emportent vraiment dans une dimension de trance et qui en fait accompagnent vraiment cette dimension fantasmagorique du film. Oui, et qui l'accompagne vers une forme on peut dire sans trop dévoiler, un peu de libération, en tout cas d'apaisement, parce que toute la première partie du film est quand même extrêmement tendue, violente. Il faut absolument qu'elle trouve de l'argent, donc elle mène un véritable combat. C'est un combat très physique. Il y a la vision de la ville, effectivement, alors très néo-réaliste pour le coup. On voit une ville, une espèce de décharge à ciel ouvert où ça grouille, il y a les motos. Et assez curieusement aussi, dans la deuxième partie, c'est comme si la ville aussi était transformée curieusement
alors que le film est peut-être encore plus grave, il y a aussi beaucoup de calme. On voit le décor différemment. C'est vraiment une grande réussite de la mise en scène. Tout à fait. Les choses sont assez réversibles. C'est-à-dire qu'on passe vraiment de choses extrêmement dramatiques, un peu misérables, à des moments où on peut trouver le bonheur, où on peut s'en sortir, on peut presque trouver de l'argent. Enfin, c'est vraiment ce basculement, cette dialectique-là qui à la fois concerne le fond et aussi la forme. C'est pour ça que le film, je trouve, est vraiment intéressant. Et bon, c'est la confirmation d'un talent, parce qu'il avait déjà réalisé, c'est un cinéaste franco-sénégalais, Alain Gomis, qui avait déjà réalisé 3 films qui étaient vraiment intéressants. Pareil, qui se passait notamment avec Saul Williams, un slammer. Qui se passait à Dakar. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une histoire assez étonnante, parce que c'est un personnage qui apprend le matin même qu'il va mourir le soir, suivant un rite local. Et en fait, c'est cette dernière journée. Le film était assez troublant, déjà un peu vers la fantasmagorie qu'il y avait moins dans ses premiers films, qui étaient plus dans un registre réaliste, qui était très intéressant aussi. Des films tournés en France, ceux-là, puisque Alain Gomis est un cinéaste franco-sénégalais. Franco-sénégalais. Et on peut parler de regards assez, tu as parlé de trance, un peu halluciné, des fois assez poétique, je trouve, sur des zones un peu limites aussi comme ça, sur des quêtes d'identité, en même temps de tout ce qui se passe avec cette mère, le rapport qu'elle a au monde est vraiment, je trouve, assez touchant. En plus, je trouve que l'actrice, elle est vraiment absolument... Oui, c'est une découverte, c'est son premier film. Vero Chanda Beya. Voilà. Elle a quelque chose, par moment, elle m'a fait penser à des divas de jazz un peu. Enfin, moi, j'ai pensé à Billie Holiday par moment. Il y a des plans comme ça qui sont... Elle est charnelle, elle est sensuelle, elle a comme ça une présence physique un peu féline qui donne une force évidente, physique. Oui, donc il faut vraiment insister sur le fait que le film est assez gonflé aussi, notamment dans l'utilisation de la musique, puisqu'il y a cette musique congolaise et du Arvo Part qui arrive là-dessus, donc la musique symphonique. C'est vrai que c'est assez déconcertant, mais passer le premier moment de surprise, ça marche vraiment très bien. Oui, c'est intéressant parce que c'est même intégré, c'est-à-dire qu'on entend et aussi on voit répéter, parce qu'on voit un orchestre qui répète cette musique-là. Voilà, et ça témoigne encore une fois justement d'un peu ce brassage, ce mélange dont je parlais entre tradition et modernité. Ça se joue à tous les niveaux du film, toutes les couches du film. Voilà, merci. Donc, on vous recommande donc de voir Félicité d'Alain Gomis qui a obtenu l'Ours d'Argent au dernier festival de Berlin. Alors, changement assez radical d'univers pour le deuxième film que l'on vous recommande en salle cette semaine. Il s'agit d'Orpheline d'Arnaud Despalières. Un film qui raconte la vie d'une jeune femme depuis l'âge adulte jusqu'à l'enfance et retour. C'est un film qui a la particularité d'avoir 4 actrices qui jouent le même personnage. Et Télérama.fr a rencontré 2 des 4 actrices, Adèle Haenel et Adèle Exarchopoulos. Et on va écouter un extrait de leur entretien où elles nous expliquent comment elles ont travaillé sur ce film. Si on fait jouer un personnage par 4 actrices différentes, c'est parce qu'il y a une tentative de peindre l'humain différemment de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma, c'est-à-dire comme quelqu'un d'extrêmement logique et d'uni. Alors que je pense qu'en effet, ce que dit le film, au-delà du propos même interne au film, c'est quelque chose sur l'identité qui serait plus morcelée, beaucoup plus à la fois contradictoire et illogique. Alors vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien sur Télérama.fr. Alors on a déjà une première question d'une internaute. Anne nous demande, est-ce que c'est la première fois qu'on voit les 2 Adèle Haenel et Exarchopoulos ensemble dans un film? À ma connaissance, oui, je pense bien, oui. Voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que donc elles jouent le même personnage. On ne peut pas dire qu'elles se ressemblent beaucoup quand même. Mais est-ce que ça pose un problème? Non, pas vraiment. Elles ne se ressemblent pas beaucoup dans la vraie vie. Et en même temps, dans le film, il y a par moments, il y a des ressemblances, alors qui ne sont pas avisées, qui ne sont pas délibérées vraiment coûte que coûte, mais
dans les attitudes, il y a des choses par moment donné qui peuvent effectivement, on peut trouver des points communs. Oui, alors le film est vraiment intéressant parce qu'il est, on ne sait pas très bien pendant les premières minutes sont vraiment, je trouve, très impressionnantes en termes de découpage, de tension. Bon, on sent bien qu'on est dans un peu une sorte de thriller ou de film un peu dramatique. On part sur un autre personnage en plus au début, ce qui est un petit peu troublant parce qu'il y a Gemma Atherton et on se demande ce qu'elle fait là. Bon, après, on comprend très vite. C'est très bien d'ailleurs, elle est très bien parce qu'elle vient plutôt des comédies ou des choses un peu légères. Et là, elle sort de prison, donc on sait déjà à peu près dans quel... c'est assez codé en termes de genre. Elle va retrouver donc Ada Lenel, qui est institutrice, voilà, en banlieue, sans doute. Et le film est découpé, il y a vraiment des séquences très très courtes, il y a plusieurs personnages, plusieurs situations, mais à chaque fois, le film est un peu en avance sur nous, donc on ne sait pas très bien... mais ce qui va se jouer, mais malgré tout, on est vraiment happé de manière, je trouve, très, très vive et assez inattendue de la part d'Arnaud Despalières, parce que c'est un cinéaste assez conceptuel. Alors déjà, le principe du film, sur le papier, est assez conceptuel, donc 4 actrices pour le même personnage. Je trouve que c'est la première fois où il se laisse vraiment aller dans le romanesque, dans le sens du récit, et ce qui fait que voilà, c'est pas un gadget, ça marche très bien, et on est vraiment emporté, je trouve, par les émotions liées à tous ces personnages, parce que c'est un cinéaste d'importance qui a vraiment fait des films très, très audacieux formellement, mais parfois un peu trop un peu trop cérébraux, quoi. Oui, un peu peut-être solennel, j'allais dire. Oui. Et là, ce que je trouve, d'abord, ce qui est sauf erreur, c'est son premier vraiment film sur des femmes. Enfin, et donc, ce qui est intéressant, c'est une femme, donc c'est la même femme jouée par des actrices différentes à partir de l'enfance. Et donc, sans dévoiler non plus le mystère du film, mais cet enfant est confronté à un événement absolument tragique. Et donc, on va la voir évoluer de 13 à 30 ans, à peu près. 20 ans d'abord, 20 ans avec le personnage joué par Adèle Exarchopoulos, puis après, celui que joue Ada Lenel à 30 ans. Et puis, c'est encore une adolescente aussi, absolument. Qui a 13 ou 14 ans. Alors, c'est jouée par une actrice qui est un peu plus jeune, mais qui est très bien. Sans doute, je pense, la plus impressionnante dans le film. Oui, je suis d'accord, Céline Rigaud, qui est vraiment tout à fait étonnante, qui n'arrête pas qui passe de bras de garçon en bras de garçon, enfin, qui est en quête un peu d'amour pour s'en sortir. Et ce qui est hyper intéressant dans le film, c'est que ça démontre aussi, c'est aussi pour ça qu'il a choisi des actrices, c'est-à-dire que différentes, c'est pour aussi illustrer le fait qu'on ait plusieurs personnes à différents âges de la vie. Et qu'on évolue, et on s'en sort ou pas, on a des centres d'intérêt ou voilà, des traumas qu'on arrive plus ou moins à surmonter. D'où voilà, cette utilisation de 4 actrices qui, comme tu l'as dit, n'est pas du tout gadget. Je trouve qu'il en fait quelque chose vraiment d'inédit, de vraiment hyper intéressant. Et avec une mise en scène, c'est sans doute la plus incarnée qu'il ait fait, grâce à ces actrices qui sont vraiment remarquables toutes les 4, y compris l'enfant qui s'appelle Vera Sugitek. Oui. Et là, vraiment, je pense que c'est le fait de, comme tu dis, de filmer pour la première fois aussi longtemps des femmes. Je pense vraiment que ça a libéré quelque chose chez lui dans l'incarnation et dans l'énergie du film qui se débarrasse de sa tentation à l'emphase, voire à la boursouflure. Je pense à un film qui s'appelait Parc, qui était quand même assez redoutable. Voilà, c'est vrai que le précédent qui était Michael Colas, qui était un film assez solennel, mais qui moi m'avait beaucoup plu, qui était même très impressionnant plastiquement. Et là, on retrouve ça dans un registre plus contemporain. Il y a vraiment un jeu sur les couleurs, toujours sur le son. C'est vraiment un cinéaste qui est très attentif au son. Ce qui fait que là, en plus vraiment de l'aspect très fort émotionnellement du film, on a vraiment un plaisir esthétique assez rare. Oui, et en plus, par rapport au film précédent, ce qui est assez nouveau aussi, c'est qu'il y a cette idée quand même d'aller de l'avant toujours, c'est-à-dire un peu de fuir un peu tout ce qui est un peu de la dramaturgie et même de la psychologie. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de l'action, des actes qui déterminent avec beaucoup d'ellipses aussi. Et c'est vrai que effectivement, il n'y a pas un dialogue assez utilitaire, pas de grandes phrases et tout. C'est assez épuré. Ouais. Et tout en étant vraiment dans de l'énergie et vraiment de quelque chose dans la mise en scène de très très fort, quoi. Voilà, donc on vous recommande tout autant que Félicité d'aller voir Orpheline d'Arnaud Despalières.
Alors après le cinéma en salle, le cinéma sur canapé. Alors Jacques nous a choisi cette semaine un film assez rare de John Huston, Plus fort que le diable, de 1953, que vous pouvez voir sur TCM Cinéma. Alors c'est tôt demain matin, 8h20. Pas évident de le regarder à cette heure-là, mais rassurez-vous, si vous êtes abonné à TCM Cinéma, vous pouvez le rattraper à la demande sur TCM à la demande quand vous voulez, jusqu'au 4 avril. Donc il y a le temps pour découvrir ce film. Alors qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce film assez particulier quand même? Alors, d'abord, c'est un film que je trouve vraiment absolument bidonnant. C'est un film, comme tu l'as dit, qui est plutôt rare, qui apparaît un peu comme mineur par rapport à d'autres œuvres de John Huston, mais c'est vraiment un film d'immense plaisir communicatif, voilà, que Huston a fait à un moment donné, où il y avait une chasse aux sorcières aux États-Unis. Il avait déjà tourné, il était parti au Mexique, je crois. Là, il tourne en Italie, en Europe, dans le sud de l'Italie, et voilà. Et il essaye de faire une sorte enfin, il y parvient d'ailleurs très bien. C'est une sorte de parodie du film d'aventure, où il retrouve des vieux complices, notamment Bogart, voilà, qui avait fait Peter Lorre, voilà, qui sont tous les deux vraiment irrésistibles. Et donc c'est l'histoire d'aventuriers, voire de canailles. Voilà, c'est Bogart qui joue un aventurier sans le sou, qui se retrouve à attendre un bateau hypothétique dans un port d'Italie. Et voilà, il s'est pris voilà, il est avec des complices, 4 vauriens, 4 canailles, dont Peter Lorre, qui ils essayent de faire l'acquisition d'un gisement d'uranium. En fait, tout ça, c'est un prétexte à des espèces d'embrouilles, de trafic, d'usurpation d'identité. Et le film est absolument, vraiment très drôle, y compris sur le statut même de Huston, parce qu'on a l'impression qu'à un moment donné, c'est aussi, outre la parodie du film d'aventure, c'est aussi une parodie de son propre cinéma, parce qu'il y a des choses par rapport au Faucon maltais, à cause de la présence de Peter Lorre et de Bogart, qui rendent le film vraiment très savoureux, avec des... alors, ce ton parodique, il provient pour beaucoup de Truman Capote. Oui. Qui était, alors le film il y avait beaucoup de problèmes sur le scénario, donc c'est Truman Capote qui reprend le scénario, et il voit ce truc improbable, il se dit je vais jouer à fond sur le côté improbable du film, et Huston lui a dit vas-y, super, et il y a des très répliques, oui c'est ça, il écrivait au jour le jour, il y a des répliques qui sont inoubliables, notamment, oui parce que j'ai pas parlé du casting, parce qu'il y a un casting, il y a Gina Lollobrigida, un peu paumé Jennifer Jones, hein, oui, mais ils ont tous des accents absolument improbables, et à un moment donné, il y a Jennifer Jones qui dit à son mari, en parlant des 4 escrocs, qui disent mais... ces hommes sont très dangereux, ils n'ont pas regardé mes jambes. Voilà, donc c'est typiquement dans l'esprit du film. Et je pense que voilà, qui a été fait, c'est un peu des grandes vacances pour Bogart, et peut-être pas Capote qui était obligé de fournir au jour le jour, ça a été un peu dans la douleur. Mais le film est vraiment, en plus à un moment donné, ils finissent par quitter ce petit port d'Italie et arriver dans un pays arabe où ils se retrouvent avec un officier qui les tient prisonniers, et finalement ils arrivent à négocier avec lui leur libération en échange d'une entrevue possible avec Rita Hayworth. Enfin, donc c'est totalement délirant, c'est assez cinglé, c'est vraiment très drôle, et je le recommande vraiment pour tout public. Je le recommande aussi. Alors il y a Jean qui, lui, nous recommande vivement Little Miss Sunshine. Alors ça sera dimanche soir sur numéro 23 à 20h55. Tu es d'accord avec Jean? Oui. Alors on rappelle, Little Miss Sunshine, c'est vraiment un petit film indépendant qui avait cartonné à sa sortie, donc sur l'histoire d'une mini-miss et de sa famille qui l'emmène pour un concours, et il se passe plein de trucs. Enfin, voilà, c'était un film effectivement assez charmant, un prototype du feel-good movie, mais au bon sens du terme. Oui, c'est ça, avec très écrit, avec des personnages tous assez insolites, sur une famille un peu on va dire, dysfonctionnelle. Légèrement. Mais, voilà, mais c'est un peu le profil type du cinéma indépendant, intelligent, on va dire, qui arrive à renouveler le genre. D'accord. Alors pour l'instant, on était à peu près d'accord sur tout. Je crois qu'on va un petit peu s'écharper sur le DVD de la semaine. Ouais. Donc tu as choisi Tu ne tueras point de Mel Gibson. Donc voilà. Le DVD ou Blu-ray est disponible chez Metropolitan. Ça vient juste de sortir. Alors, pourquoi tu aimes ce film de guerre très particulier? Oui, alors moi, je dois dire que j'ai un faible pour Mel Gibson. Pas tous les films de Mel Gibson, mais je trouve que c'est un cinéaste qui m'intéresse parce que c'est un cinéaste du premier degré.
Ah oui, c'est rien de le C'est un dire. cinéaste de l'engagement qui est pas dans l'ironie, cinéaste très physique, de la croyance, de la foi, bon, y compris jusqu'à la caricature sur les films qu'il avait fait sur la religion. Et là, c'est quand même une histoire qui est assez insensée, qui est aberrante et vraie. C'est l'histoire, oui, c'est l'histoire d'un objecteur de conscience qui est joué très très bien par Andrew Garfield, qu'on avait vu dans Social Network de Fincher. L'histoire d'un objecteur de conscience américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il est objecteur de conscience parce qu'il est membre de l'église adventiste du 7e jour, donc très très religieux. Hein. Il est très religieux et il refuse, donc il est enrôlé pour partir à la guerre et il refuse, donc il participe aux entraînements, il refuse de porter une arme. Il y a un procès et finalement il va partir, parce qu'il n'est pas contre l'idée de partir au front, simplement il ne veut pas porter d'arme. Et il va partir au front, il va participer à la bataille de Okinawa au Japon et il va devenir un héros parce qu'il va sauver une vingtaine Sans porter une arme, jamais. Sans porter une arme, jamais. Donc l'histoire est assez incroyable, elle est vraie, et je trouve que c'est vraiment un film hyper intéressant, surtout dans sa deuxième partie, parce que toute la première partie, c'est plus la partie mélodramatique sur la famille, ses rapports avec compliqués avec son père, qui était alcoolique, et le frappait, voilà, donc il y a une histoire de famille. Et après, il y a aussi un procès, parce qu'il est obligé de défendre son point de vue. Donc c'est l'idée à un moment donné de défendre, de mettre en pratique une idée. Donc il va jusqu'au bout. Et je trouve que le film, c'est aussi pour ça que je le trouve très intéressant, c'est un peu l'anti-American Sniper d'Eastwood qui a été tourné peu de temps avant. La question du héros, voilà, justicier ou pas, dans le film d'Eastwood, c'est vraiment plus il tue d'ennemis, plus il est héroïque. Là, c'est exactement le contraire, c'est l'inverse. Et je trouve que toutes les scènes de guerre sont absolument impressionnantes en termes de mise en scène. Elles sont très, très, très violentes. C'est à la fois des découpage très classiques. C'est vrai que c'est assez impressionnant dans la violence. Ah, moi, je trouve que c'est hyper réaliste et en même temps, c'est à la fois hyper réaliste et en même temps, il y a des visions qui sont d'apocalypse. Enfin, on est c'est un peu son truc quand même, hein, depuis La Passion du Christ ou le film sur les Mayas, Apocalypto, c'est son truc. Il est obsédé par ça, il a des obsessions, mais je trouve que là, à côté, moi j'ai rarement vu un film de guerre. Je pense que même les séquences, je pensais aux séquences de Spielberg. Le débarquement dont il faut sauver le Donarian. À côté, c'est des batailles de boules de neige à côté. On a l'impression c'est un petit peu le problème, parce qu'on est quand même... Voilà, c'est toujours le problème de la représentation de la violence à l'écran. Et moi, j'ai l'impression que Mel Gibson, il se fourvoie un peu dedans. C'est-à-dire que il dénonce, clairement, à travers ce personnage, on dénonce les horreurs de la guerre. Mais je trouve qu'il y a une telle fascination, moi, je veux en rajouter tout le temps sur les corps qui explosent, les éventrations, etc., qu'au bout d'un moment, moi, j'en peux plus, quoi. À mon avis, c'est un peu trop, justement. Le premier degré, là, pour le coup, et je suis d'accord avec toi, c'est sa force d'avoir du premier degré. Là, pour le coup, ça devient un peu une faiblesse, parce que moi, j'ai fini par être très gêné par cette représentation de la violence qui, pour moi, là, on est pas loin de la complaisance, quand même. C'est aussi les spectacles de la guerre, c'est aussi pour ça qu'on va voir des films de guerre, c'est un peu le paradoxe, mais je trouve quand même qu'il a, voilà, il finit par faire, je trouve que le cinéma de Gibson m'intéresse quand même sur l'engagement, le jusqu'au-boutisme, la volonté farouche, oui, de mettre aussi en pratique une idée, un idéal, voilà. Et je trouve ça assez rare, rien que pour ça, vraiment, c'est quelqu'un qui m'intéresse, même s'il y a des fois, par exemple, il y a beaucoup de musique, il y a des choses qui sont c'est parfois soufflées, un peu sulpicien quand même. Moi, je trouve qu'il y a des vues de son héros si bon. Vraiment, enfin, des effets de caméra en contre-plongée. Il y a ça aussi, mais... Ça fait un peu... Oui, mais on reproche, c'est marrant, parce que c'est pas le premier. Non, pas Bonduserie. Non, je dirais pas ça, parce qu'il c'est un cinéaste de l'énergie. C'est pour ça que c'est de l'énergie quand même toujours vitale, cruciale. Donc, rien que pour ça, je trouve que c'est finalement assez unique. D'accord. Alors, on revient aux sorties en salle de la semaine. Emmanuel nous demande un avis sur Ghost in the Shell de Rupert Sanders et Scarlett Johansson. Je ne l'ai pas vu. Moi non plus, je ne l'ai pas vu parce que les projections étaient organisées très très tard. Donc, c'est Jérémy Couston qui l'a vu pour Télérama et qui a fait une critique, on va dire, mitigée. Ouais. En disant que voilà, le film est à la fois très impressionnant, Scarlett Johansson est très bien, mais que c'est un peu trop au niveau effets spéciaux. Le film est un petit peu ivre de sa pyrotechnie et c'est assez épuisant. Moi, par contre, j'avais vu le manga qui ressort en DVD, le manga donc, qui a donné ce film. Alors, je n'avais strictement rien compris, mais j'ai un souvenir d'un film absolument éblouissant visuellement. Voilà. Donc...
à vous de vous faire un avis pour voir Ghost in the Shell en salle. Merci Jacques. Je ne sais pas si... À vous de voir pour Tu ne tueras point. Donc, à vous de trancher. À vous de trancher, donc, pour Tu ne tueras point. Oui. On vous retrouve mardi prochain pour un prochain numéro de Cinérama. D'ici là, bonne semaine et bon film. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.